Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc, ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc, comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 2. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc deux distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et où le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt? Alors là, c'est aussi très simple, c'est une question de cours simple. Alors, ici on roule à 90 km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 3. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie deux choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection, sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 6. Une femme enceinte, réponse A, est dans l'obligation de porter sa ceinture de sécurité. Réponse B, est autorisée à retirer sa ceinture de sécurité. Alors, la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les usagers d'un véhicule. Donc si vous êtes à l'intérieur d'un véhicule, que vous soyez conducteur ou passager, vous êtes obligé de mettre votre ceinture, que vous soyez un enfant, que vous soyez une femme enceinte, peu importe. Alors, effectivement, il faut savoir qu'il y a des dérogations. Mais ça, ce sont des cas vraiment particuliers. Il y a des dérogations préfectorales. Il faut passer devant un médecin agréé par la préfecture pour pouvoir justement avoir ces dérogations. Mais dans le cas général, la loi dit que la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Le cycliste tend son bras pour tourner à gauche. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer.
Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah, le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Hein, il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Après un accident, l'autre automobiliste refuse de remplir le constat. A. Je l'oblige. B. Je note sa plaque d'immatriculation. Alors, pour information, un constat se présente comme suit. Il y a une page de garde, qui est bleue. Ensuite, il y a un recto et un verso. Alors, dans le recto, c'est surtout des cases qui sont pré-remplies. Donc avec le numéro d'assurance, les noms, le numéro aussi du permis de conduire. Et au verso, il y a plusieurs informations, notamment on peut mettre des observations et des remarques. Et la page qui est en verso nous concerne nous. D'accord ? Ce n'est pas à l'autre automobiliste de la remplir. Alors, lorsque je fais un accident avec un autre automobiliste, l'autre automobiliste n'est pas obligé de remplir le constat. Il peut refuser. Cependant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement en verso, noter sa plaque d'immatriculation et noter qu'il refuse de remplir le constat. Autre chose, sachez également que ce sont des constats uniformisés qui sont valables dans toute l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir en page de garde, il y a bien marqué constat européen d'accident. Donc, peu importe dans quel pays vous soyez lorsque vous faites votre accident, en tout cas en Union européenne, vous pouvez remplir le constat français. Si vous faites un accident en Allemagne, vous pouvez remplir le constat français en langue française. D'ailleurs, regardez, ce sont exactement les mêmes. Par exemple, là, ici, j'ai un constat allemand. Ce sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir, surtout lorsqu'on voyage. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Avant d'ouvrir ma portière, je vérifie mes rétroviseurs,
Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir une chose. Lorsque tu veux sortir donc de ton véhicule, tu dois t'assurer que cette manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers de la route. Dans le cas contraire, c'est ce qu'on appelle une ouverture intempestive de portière. Et c'est une infraction qui constitue une contravention de première classe. Donc tu es tenu pénalement responsable en cas soit de dommages matériels ou corporels. Pour éviter ça, c'est très simple. Tu dois d'abord effectuer tes contrôles sur tes rétroviseurs, donc rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur. Ensuite, tu dois également vérifier ton angle mort. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 11. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, il n'y a aucune signalisation horizontale et aucune signalisation verticale. Donc, on est à l'approche d'une intersection sans signalisation. Cela veut dire que la priorité est à droite. Donc, je n'ai pas la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Cet emplacement est réservé. Réponse A, à l'écopartage. Réponse B, au covoiturage. Alors cette question elle est intéressante parce que vous confondez toujours covoiturage, écopartage, écomobilité, écoconduite. Bon, aujourd'hui, on va voir la différence entre le covoiturage et l'écopartage. Alors, tu vois, ce
panneau indique en fait le covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors que le panneau pour l'éco-partage, c'est celui-ci. Alors, le covoiturage, c'est quoi? Le covoiturage, c'est le fait de partager un itinéraire avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut même être des inconnus que tu trouveras via certaines applications. L'éco-partage, c'est quoi? L'éco-partage, c'est autre chose. L'éco-partage, c'est le fait de louer un véhicule en libre service. Donc parfois pour moins d'une heure. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors ces deux choses différentes participent à l'écomobilité. C'est vrai. Mais c'est deux concepts différents. Ici, cet emplacement est réservé au covoiturage. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici, pour dépasser ce piéton, donc qui est un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, puisqu'on est en agglomération. Alors, si tu ne sais pas faire la différence lorsque tu es en agglomération ou hors agglomération, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique pour voir le cours correctement, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à l'examen du code de la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je roule à 127 km/h sur autoroute.
Réponse A, je dépasse les deux poids lourds en une seule fois. Réponse B, je me rabats entre les deux poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il ne peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces deux camions. Hein, il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc, on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc, la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd? Bah, là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les deux camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les deux camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. En cas de fatigue au volant, il faut réponse A, faire une sieste. Réponse B, boire un café. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de boire un café ne va pas retirer votre état de fatigue, bien au contraire. Hein. N'oubliez pas que le café, c'est une drogue, c'est de la caféine, c'est une substance psychoactive, qui est quasiment la même que le thé, théine. Le thé, c'est de la théine. C'est aussi la même que certains médicaments comme la codéine. Vous voyez, caféine, théine, codéine. C'est quasiment les mêmes drogues. Donc, ils vont vous donner juste un petit effet de boost qui va durer quoi 10-15 minutes. Mais ensuite, l'état de fatigue va revenir. Donc, le mieux, quand on est dans un état de fatigue, c'est de faire une sieste, c'est-à-dire dormir, même 10 ou 15 minutes. Ça va être beaucoup plus réparateur que de boire un boost, c'est-à-dire une boisson énergisante. Donc, ici, en cas de fatigue au volant, il faut faire une sieste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Je peux rouler avec ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19.
Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 20. Pour remédier à la fatigue, réponse A, j'allume la radio. Réponse B, j'ouvre la fenêtre. Réponse C, je m'arrête et je me repose. Alors bien sûr, on a tous nos petits trucs pour pouvoir remédier à la fatigue. Seulement, ce sont des petits trucs qui servent à rien en général. Donc, allumer la radio, ouvrir la fenêtre, boire un café, tout ça, ça va pas vous permettre de remédier à la fatigue. Ce qui va vous permettre de remédier à la fatigue, c'est très très simple. C'est de se reposer et de faire une sieste. Voilà. Ça va vous permettre de ne plus être fatigué. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 21. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on peut voir que je roule quasiment à 50 km/h. On a un passage piéton avec un piéton qui traverse. On est vraiment très très proche du passage piéton. Donc ici, notre allure n'est vraiment pas adaptée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Alors, écoute bien la réponse à cette question, parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen du Code de la route Nouvelle Réforme. Alors, lorsque tu es témoin d'un accident avec dommages corporels, tu dois, en premier lieu, protéger, en deuxième lieu, alerter, en troisième lieu, secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est un moyen mnémotechnique qui va te permettre de te souvenir de l'ordre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, regardez l'indication qu'il y a juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il est marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 24. Je peux m'arrêter sur le trottoir de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner sur le trottoir de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on voit qu'à gauche, on a deux lignes. Donc, une ligne jaune pointillée qui indique que l'arrêt est autorisé et une ligne jaune continue qui indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter. Alors, est-ce que je peux m'arrêter sur le trottoir de gauche ? Ben non, parce qu'on peut s'arrêter seulement dans notre sens de circulation. Or là, c'est une rue à double sens de circulation. Et est-ce que je peux stationner sur le trottoir de gauche ? Ben non, il y a une ligne jaune continue. Donc c'est totalement interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Je souhaite aller tout droit. Le véhicule en face souhaite tourner à l'intersection. Réponse A, je m'engage avant qu'il tourne. Réponse B, je le laisse tourner, puis je m'engage. Alors, regardez bien ce qui se passe devant nous. Devant nous, on a un camion qui a ses feux stop allumés. On peut même entrevoir, devant le camion, vous avez sur le côté droit, un bus qui est à l'arrêt également. Donc la circulation devant nous est à l'arrêt. On se retrouve sur une intersection où en face de nous, on a une voiture qui, elle, veut tourner à droite ou à sa gauche. Si je m'engage tout de suite, avant que la voiture ne tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer que je vais bloquer l'intersection. C'est-à-dire que la circulation en face et la circulation dans la voie dans laquelle je suis seront toutes les deux bloquées. Donc c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de bloquer une intersection, même si le feu est au vert. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête au feu, je laisse passer les véhicules qui veulent tourner, puis lorsque la circulation devant moi repartira, je pourrai m'engager. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A précis, réponse B approximatif. Alors il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Je roule sur la voie de gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite.
Alors, en France, on roule sur la voie de droite. On n'a pas le droit de rouler sur la voie de gauche, à part exception. Par exemple, quand tu dépasses ou par exemple quand ici la route est bouchée. Ici, c'est pas le cas, donc je dois me déplacer sur la voie de droite. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur deux voies à sens unique. Alors, comment on le sait ? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les deux voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche ? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 29. Ce panneau indique réponse A, un passage piéton. Réponse B, des toilettes publiques. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Je marque l'arrêt avant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cette question, il me semble qu'on l'a déjà vu même dans ce test-ci qu'on est en train de faire. Donc ici, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est les piétons. Donc ici, je dois m'arrêter et laisser passer les piétons. Sinon, c'est un déni de priorité. 6 points en moins, 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Rouler sans assurance peut entraîner une lourde amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sachez que rouler sans assurance est un délit. Donc on a passé le stade de la contravention. Ce délit vous sanctionne d'une amende forfaitaire de 500 € à laquelle est ajouté 50% au profit du fonds de garantie. Au total, vous devrez payer 750 € pour ce délit. Si vous ne payez pas votre amende dans un délai de 45 jours, l'amende est majorée à 1000 € plus 50% au profit du fonds de garantie, soit 1500 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je fais descendre les enfants du côté trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question vraiment très simple
est très logique. Effectivement, on fait descendre les enfants toujours du côté trottoir pour des raisons de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Les bornes de recharge en extérieur sont conçues pour une utilisation en temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, les bornes de recharge que tu pourras trouver en extérieur, par exemple, vous savez, les bornes Tesla ou les bornes Autolib, elles seront conçues pour pas que ça détériore votre batterie pendant le chargement, ou même elles sont conçues pour pas que vous vous électrocutiez lors du branchement. La bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 34. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Ces deux policiers me font signe. A. Je m'arrête. B. J'accélère. Alors, on peut voir ici qu'on a deux policiers à moto. Un qu'on peut voir dans le rétroviseur, l'autre juste devant nous. Ils ont le gyrophare allumé et ils sont très rapprochés. Le policier qui est devant me fait signe par la main droite de m'arrêter sur le côté droit. La bonne réponse est la réponse A, je m'arrête. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Le type de carburant est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A, non, réponse B. Sur le verso de la trappe à carburant. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, tu pourras voir quel type de carburant tu peux mettre dans ton véhicule. Déjà sur le certificat d'immatriculation, sur le champ qu'on appelle le champ P3. Donc en général, tous les véhicules essence vont commencer par un E, gasoil par un G, électrique également par un E. Voilà. Ensuite, tu pourras aussi vérifier le type de carburant sur le verso de la trappe à carburant. Ça, c'est super pratique. Comme ça te permet de ne pas tromper quand tu mets ton carburant dans ton véhicule. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 38. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête obligatoirement. Réponse B, je cède le passage. Alors, ici, on arrive à une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, comme tu peux le voir, c'est un panneau. Céder le passage. Donc, ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je cède le passage. C'est-à-dire que s'il y a personne qui vient de la gauche, alors je passe. S'il y a un véhicule ou même un usager vulnérable qui vient de la gauche, alors je serai obligé de m'arrêter pour lui céder le passage. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route.
Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter ? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Là, on va pas parler de distance d'arrêt parce qu'on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc, ici, effectivement, j'ai le temps de m'arrêter. Il n'y a aucun risque également
pour s'arrêter. Donc la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 40. J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.